Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, je poursuis mon cycle Andreï Tarkovsky sur la chaîne et je vais vous parler de ma découverte de son avant-dernière œuvre, sortie en 1983, bientôt 40 ans donc, Nostalgia, une coproduction italo-soviétique, ou je dirais même italo-russe, parce qu'il y a un côté dissident, coécrite avec son ami scénariste, dramaturge, poète italien, Tonino Guerra. Les deux avaient même fait un documentaire au préalable, Tempo di Viaggio, sur les lieux du tournage, etc., à discuter cinéma. Malheureusement, je n'ai pas pu le voir. Au casting du film qui nous intéresse ici, nous retrouvons Oleg Jankowski dans le rôle principal, à ses côtés l'italienne Domiziana Giordano, le suédois Erland Josephson, et même une apparition de Milena Vukotic que j'avais découverte dans la série Une famille formidable. C'est ce qui s'appelle un grand écart de carrière. Et on m'avait prévenu en me disant que c'était probablement le brûlot le plus complexe, le plus opaque de sa filmographie. Mais on part d'abord sur le synopsis qui est assez simple. Sur sa base, on va suivre un poète russe nommé Andrei, c'est important, Gortchakov, qui part en Italie, donc dans la région de Sienne, en Toscane, sur les traces d'un compositeur russe qui aurait vécu là-bas au XVIIIe siècle. Et il veut en profiter aussi pour admirer quelques fresques et d'autres belles choses de la région. Sauf qu'une fois sur place, en fait, il ne va même pas oser rentrer dans une sorte de chapelle, etc. Il va se refuser certaines beautés, il va être empreint d'une certaine nostalgie, peut-être de remords, on ne sait pas trop, avec quelques flashbacks, etc. Il va rentrer aussi dans des états de rêve. On sent que le monsieur ne va pas bien. Et en compagnie de son interprète italienne, une amie aussi, qui a envie d'être très proche, enfin c'est un peu compliqué, mais voilà, eh bien il va errer, d'ailleurs elle va pas trop apprécier l'idée, et à un moment il va surtout rencontrer un vieux fou, considéré comme tel par son village, qui parle d'apocalypse, qui a séquestré sa famille pendant 7 ans, afin de les protéger de la fin du monde, et qui depuis prophétise des trucs et est moqué, raillé par les autres. Sauf que Andrei est assez fasciné par Domenico. Il va se passer quelque chose, les deux vont plus ou moins discuter, aussi s'enfermer dans leur délire ou non, j'en dis pas plus, et on va partir un peu dans une ambiance à la Tarkovsky, hein, j'en dis pas plus, pour ne pas, entre guillemets, spoiler, même si c'est un film qui n'est pas en soi spoilable sur des points précis, c'est une expérience, comme d'habitude. Et bon, opaque, complexe, peut-être, mais c'est pas forcément celui qui me laisse le plus à quai, bien au contraire. Finalement, je le trouve même plus facile d'accès, toute proportion gardée évidemment, que le miroir, dont j'aurais besoin d'un revisionnage clair. Ici aussi, hein, de toute façon, tous les Tarkovsky, il faudra que je les revoie, bien évidemment. Mais ce qui est certain, c'est que c'est une œuvre profondément fascinante, envoûtante, déroutante sur certains points. Mais ce qui est certain, c'est que c'est du pur Andreï Tarkovsky. C'est même presque une forme d'œuvre somme. Le miroir était déjà une première œuvre somme. Depuis, il y a eu Stalker, et ça rajoute quelque chose en plus. On a l'impression qu'ici, il nous fait déjà son cinéma bilan. Probablement que Tarkovsky faisait un peu chaque film comme si c'était potentiellement le dernier, il donnait tout, quoi. Et c'est absolument fou. C'est exigeant, d'une certaine manière. Mais en même temps, si on se laisse pénétrer par l'atmosphère, et si on a aussi l'habitude du cinéaste, ça passe comme sur des roulettes. D'ailleurs, petite précision, je ne vous conseille pas la découverte du cinéma de Tarkovsky avec ce film. Parce que, évidemment, si vous ne connaissez pas certains, entre guillemets, un code, vous allez vous perdre un petit peu, à l'image peut-être du personnage principal, etc. Et évidemment, la première chose qu'on retient, c'est comme d'habitude avec notre cher Andrei, ce sont des images, des plans, des séquences. Des choses qui marquent la rétine à jamais, qui restent dans le cerveau. Je fais cette vidéo le lendemain matin de mon visionnage, après une bonne douche. J'ai encore des choses qui sont très claires dans mon esprit. Rien que l'introduction générique en noir et blanc, puisqu'il y a toujours ce jeu noir et blanc couleur, selon si on est dans la réalité, souvenir, rêve, enfin, voilà. On a donc des femmes, un enfant et un chien qui se baladent dans une sorte de campagne, il y a de la brume, et cette musique
ancienne, j'allais dire ancestrale peut-être, un chant russe derrière. Direct, on est plongé dans une forme de passé, de regret, de remords, de nostalgie, de souvenirs, et on se rend compte que notre poète, donc héros entre guillemets de l'intrigue, si on peut appeler ça une intrigue, eh bien, est perdu dans certaines choses et ne peut pas profiter du moment présent, il est bloqué, et quand bien même il soit là pour profiter de l'art en général, parce qu'on convoque un compositeur, des fresques visuelles, et puis aussi l'architecture forcément des lieux, avec le Piero della Francesca, le Madonna del Parto, etc., et aussi les bains, là, les thermes, etc., enfin, magnifique ce qu'on peut voir en tant que décor, eh bien il est seul, c'est totalement déconnecté qu'il est par rapport à une forme de réalité, ce qui rend d'ailleurs un petit peu son interprète amie, voire potentiellement maîtresse, on ne sait pas trop, c'est un peu assez folle de rage, et la seule chose qui va le remettre sur le présent, c'est les délires potentiels d'un homme âgé qui a fait quelque chose de fou. Et d'ailleurs, ici on a clairement deux faces d'une même pièce, presque deux doubles, entre le poète qui rumine son passé, on ne sait pas ce qui s'est produit, hein, s'il a dû quitter sa femme et ses enfants à cause de la guerre, à cause d'une tromperie et tout, mais on voit qu'ils ne sont plus là et qu'ils pensent à eux. Et ce vieil homme qui a donc enfermé sa famille et qui depuis il ne les voit plus parce qu'ils ont dû forcément, une fois d'être libérés, ils ne voulaient plus en entendre parler. Tout ça sous fond d'une forme d'apocalypse. C'est un film de fin du monde en fait. Pourtant pour les autres tout va bien, ça continue, mais eux ils sont dans une forme de d'autre part, j'ai envie de dire, ils n'existent plus vraiment, accrochés à un passé qui n'est plus là, et c'est exactement ça le film. Et évidemment, donc, ces deux personnages sont obligés de s'attirer leur moment au cœur du film où ils discutent dans une maison un peu délabrée, la maison du fou, on va l'appeler comme ça, il pazzo en italien je crois. Parce que oui, j'ai vu le film en italien, parce qu'il a été redoublé en italien, enfin, c'est un bazar là-dessus. Bref, dans cette maison-là, qui est complètement hors de la réalité, il y a des discussions, mais il y a surtout quelque chose qui se passe, alors là aussi on peut jouer sur la photographie, les lumières, etc., mais aussi les détails. T'as l'impression d'être dans la zone de Stalker au moment où les deux se rencontrent chez l'homme, c'est fou. Et donc ça convoque Stalker beaucoup, hein, d'ailleurs, avec bien sûr le motif de l'eau, mais ça n'a pas attendu Stalker, mais il y a des moments où tu as des plans dessus, tu repenses directement à ce chef-d'œuvre de Tarkovsky, dont j'ai parlé au mois d'août. Il y a le chien aussi, qui est toujours là. Il y a tout ça, puis bien sûr le jeu sur le noir et blanc et les couleurs, mais peut-être différemment ici. Et en fait tu te laisses porter, il y a beaucoup de discussions, hein, de philosophie, questions existentielles, de poésie, qui sont déclamées d'ailleurs, référence encore au père de Tarkovsky, Arseny Tarkovsky, qui est cité directement, donc, etc. Sachant que le film est dédié à sa mère, on voit l'idée ici. Donc je parlais de ces deux personnages doubles qui sont en fait Andrei Tarkovsky lui-même, qui se questionne en tant qu'être humain, en tant qu'artiste, encore plus que jamais, il l'a déjà fait avant évidemment, il se questionne sur son passé, sur son pays, il s'est exilé pour faire ce film, parce que, pas qu'il a été rejeté par son gouvernement, quoique, mais bon, c'est surtout que Stalker a coûté cher, il a dû retourner, plus personne voulait le financer en Union soviétique, et puis il n'était pas très bien vu non plus, donc il a dû partir en Italie, il ne reviendra jamais dans son pays, il faut le savoir, parce que peu d'années après, il mourra. Toute sa famille était en Russie, il ne les voyait pas, donc Tarkovsky c'est un peu le personnage du poète russe, mais c'est aussi un peu un fou pour certaines personnes, la façon dont il faisait ses œuvres, comment il pensait, etc. Donc c'est un peu le Domenico aussi, question sur la foi de l'artiste, la foi donc à ce monde présent ou pas, se raccrocher à ce passé, l'importance de la mémoire, de l'art, et tout ça se croise et se décroise et se recroise. Et évidemment, Tarkovsky est en plein, presque est en une sorte de méditation personnelle ici, et ça se voit avec sa caméra. Donc je parlais de l'intro, magnifique générique, etc. Mais il y a des plans séquences aussi, des travelling très tarkovskiens. On prend son temps, magnifique paysage évidemment. Le jeu sur l'architecture locale extraordinaire. La scène, j'en dis pas plus, de la bougie à la fin, d'une poésie absolue, parce que oui, c'est du cinéma de poésie, encore plus que jamais ici. Et bien sûr, ce plan final très connu, qui recule comme ça. Bon, j'en dis pas plus, mais c'est rien dans la
voilà, rien que dans l'ambiance et la composition de toute façon, mais même, c'est du génie. Sur le plan formel, c'est du génie. Mais en même temps, il utilise ceci pour faire passer des émotions, des sensations qui vont au-delà même d'une intrigue, d'une histoire, peu importe. On oublie très vite ce qui va se passer. Bon, il y a une histoire aussi à Rome, là, il se passe des trucs avec du feu, de la musique, encore l'hymne à la joie, l'ode à la joie de Beethoven, comme à la fin de Stalker. C'est bizarre, ça, c'est presque de l'ironie, j'ai envie de dire. Aspect dramatique pour les deux personnages, d'ailleurs, qui finissent, sans en dire plus, comme des martyrs. Des martyrs de quoi d'ailleurs? Des martyrs d'une forme d'appel à la réalité, des martyrs artistiques, on ne sait pas, mais Tarkovsky, on sent qu'il donne beaucoup de lui dans ce film. Donc je ne vais pas aller beaucoup plus loin sur l'analyse, parce que ça ne sert à rien, entre guillemets, sur un premier visionnage, je pars dans trop de directions, mais ouais, c'est du Tarkovsky pur jus, c'est le cinéma de l'errance, le cinéma de l'exil, le cinéma de l'art, du questionnement, et visuellement, on part sur ces mêmes choses. Tiens, je pense aussi à cette scène où il y a la Madone, une Madone enceinte, c'est une vierge qui est enceinte, la Madonna del Parto, qui va accoucher de millions, enfin peut-être pas de millions, mais de dizaines d'oiseaux, avec les plumes qui tombent. Il y a plein de symboliques là-dedans, qu'il faudrait peut-être creuser à droite à gauche. J'imagine que beaucoup d'écrits ont été faits à ce sujet. Mais au-delà de cela, j'ai envie de rester sur la sensation pure d'un premier visionnage, et donc vous partagez ainsi mon avis dessus. Alors, je ne sais pas où il figurera dans mon bilan Tarkovsky, mais pas en bas, je pense pas. C'est un film total que je vous conseille, mais d'abord, quand même, voyez d'autres métrages de lui, notamment L'Enfance d'Ivan, hein. Après tout, commencer par son premier, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Stalker, en soi, j'avais commencé avec, hein, il y a quelques années, et je regrette pas. Bref, à vous la parole désormais dans les commentaires, que ce soit sur le cinéma de Tarkovsky, sur cette œuvre en particulier, n'hésitez pas, lâchez-vous, et je vous dis à la prochaine. Ciao.